بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الطلبة، صباح الخير. كل عام وأنتم بخير. أتمنى أن تكونوا على أحسن حال. Mes chers étudiants de SMC4, module probabilité statistique de la faculté des sciences de Jalila, bonjour, bon Ramadan, j'espère que vous vous portez bien, que le confinement se passe comme il se doit. Espérons que ça va être levé prochainement et qu'on pourra retrouver notre vie à peu près normale. Aujourd'hui, je vais vous faire deux exercices, le corrigé de deux exercices de la hors-série, l'exercice 5 et l'exercice 6. L'exercice 5, je vous le relis un petit peu. On a un point de captage d'une source, on a répété 6 mesures de taux d'oxygène dissous dans l'eau, on a trouvé les valeurs suivantes, et vous avez 6 valeurs. La norme en dessous de laquelle on ne doit pas descendre pour la potabilité, pour que l'eau soit potable, est 5 ppm, particules par million, je pense, mais bon, c'est pas grave, le truc de mesure, c'est pas un problème. Au vu des observations effectuées, peut-on dire que, avec un faible risque d'erreur, que l'eau n'est pas potable? Justifier la réponse en détaillant mieux le test d'hypothèse utilisé. Bon, c'est un test d'hypothèse. Nous avons une variable aléatoire x qui est le taux d'oxygène. On va considérer, donc j'essaie de regarder un petit peu l'exercice 5, x, la variable aléatoire, le taux d'oxygène mesuré en ppm, etc. On suppose voilà. Le mu est estimé, hein, maintenant vous avez l'habitude, x bar est égal à 1 sur n somme des xi. Ici, chaque valeur est écrite toute seule, donc pour nous c'est la moyenne, et sigma, le sigma est estimé par S' égale 1 sur racine de n-1. C'est un échantillon, donc cette formule est meilleure que l'autre. Parce que si on avait les valeurs exactes d'une manière, dès le départ, rien ne se ferait, hein, d'une manière en statistique inférentielle. Du moment qu'on vous parle d'un échantillon, ça veut dire que les paramètres de base ne sont pas connus, a priori, et donc il faut les estimer. Pas avec les calculatrices. Calculatrice. Là, ça, vous avez l'habitude, maintenant vous avez la statistique en mode statistique, vous rentrez les données et vous avez les valeurs. Je vous les donne, je les ai mesurées, c'est 4,95 et 0,14. Voilà. La loi pour tester. Là, ils nous ont parlé d'une borne en dessous de laquelle on déclare qu'elle n'est pas potable. Donc il faut qu'il y ait le H0, l'hypothèse qui nous permet de la potabilité de l'eau, et le H1 c'est l'hypothèse alternative, ça veut dire là où on va essayer de refuser et de déclarer que l'eau n'est pas potable. Donc ici c'est un test unilatéral à gauche.
On ne nous indique pas le alpha d'une manière exacte, on va essayer de travailler, hein, on va essayer de voir, parce que la question c'était, je vais la reprendre un petit peu, je pense que j'essaie de prendre aussi les valeurs que j'ai mesurées. La question, peut-on, au vu des observations effectuées, donc nous avons utilisé les observations que nous avons effectuées, ça nous a donné les x bar et le sigma, peut-on dire avec un faible risque, faible risque, ça veut dire qu'on vous permet de regarder ce que vous voulez, hein, il n'y a pas de raison, vous faites ce que vous voulez à ce niveau-là, hein, donc alpha, on va essayer de le prendre au fur et à mesure que nous faisons les calculs. La loi d'échantillonnage, en tout cas la loi d'échantillonnage est la même. La loi d'échantillonnage à utiliser. Le H0, je ne l'ai pas, excusez-moi, mais je ne l'ai pas fait. Mais ça, le H0, pour pouvoir faire les calculs, on va le rendre mu égale 5. Parce que la dernière des valeurs qui nous permet de faire les choses, c'est le 5. Donc toutes les autres vont donner exactement la même conclusion. Finalement, pour pouvoir faire les calculs, d'ailleurs je vous ai dit que le H0 c'était une hypothèse facile pour qu'on puisse faire les calculs, jamais contredite et de prudence. Donc ces précautions-là nous aident un petit peu à formuler H0 d'une manière relativement simple. Donc la loi d'échantillonnage à utiliser sous l'hypothèse A0 mu égale 5 et x bar moins 5, ça y est, maintenant j'ai pris la valeur 5 parce que je sais que mu est égal à 5, sur S' sur racine de n, ça suit une loi de Student. Loi de Student à n-1 degré de liberté. Ben ici, le n est égal à 6, donc n-1 est égal à 5. Le critère de décision, donc nous allons chercher la valeur de T alpha qui est critique. Nous savons que la loi de Student est centrée par rapport à 0, elle est comme la loi normale. Donc c'est un T critique qui va être négatif, et puis on va essayer de regarder. Hein. La valeur calculée de la valeur calculée de la loi d'échantillonnage, hein, pardon, 4,95 moins 5 sur 0,14 divisé par racine de 6, c'est quelque chose qui va donner moins 0,8748. Moins 0,8448. 8748. 8748. Ben, une fois que nous avons cette valeur-là, on va essayer de regarder sur la table de Student à 5 degrés de liberté et nous essayons de regarder un petit peu les risques d'erreur habituels, hein, que nous prenons. Mais vu que ce nombre-là est plus petit que 1, généralement on va pas rejeter. Parce que toutes les valeurs, si vous regardez la table, toutes les valeurs dépassent 1 au moins. Minimum c'est 1. Il n'y a pratiquement aucun 0, quelque chose sur la partie des alphas considérés comme des risques d'erreur. Donc, comme pour n'importe quelle valeur de alpha, par exemple, normalement le t calculé, qui est celui-là, je vais mettre t calculé, c'est la loi de Student, mais je vais mettre t calculé, c'est la valeur de la loi d'échantillonnage qui est la loi de Student, calculée au niveau de mon échantillon. Par exemple,
Si je prends alpha égale 5%, donc je lis colonne 0,10, parce que vous savez que la loi de Student, elle fait de chaque côté la moitié, alpha sur 2, alpha sur 2. Donc si je prends alpha égale 5%, alors que moi le alpha je le veux à gauche, automatiquement je vais lire dans la colonne de 10%. Dans la colonne de 10%, pour 5 degrés de liberté, la valeur c'est 2,015. T critique est égal à moins 2,015. 0,150. Mais bon, le T critique c'est celui-là. Ça c'est pour la première valeur de alpha. Si je prends alpha égale encore, donc 1%, il est plus à gauche. 1%, donc je lis dans la colonne de 0,02, la colonne qui est à 2%. Donc normalement c'est moins 3,3649. Le T critique c'est moins parce que c'est à gauche, 3, ça c'est que pour vous permettre un petit peu d'avoir des références. 3649. 3649. Pour n'importe quel alpha, à partir des choses que nous avons vues, hein, le T calculé est plus grand que le T critique. Donc, on ne peut pas rejeter A0. Je vais réécrire le A0 comme au départ, à savoir supérieur ou égal à 5. On ne peut pas rejeter au risque excusez-moi un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Je pensais que j'aurais pu tout écrire en haut, mais c'est pas grave. Vous avez l'habitude maintenant, hein. Avec cette manière d'écrire maintenant, on va essayer de travailler autant qu'on peut. On ne peut rejeter A0 au risque d'erreur alpha quelconque, petit, relativement petit, hein. Choisis. Que je choisisse n'importe quel alpha, un risque d'erreur habituel, hein, quelconque, même pour 10%, même pour 10%, hein. Pour 10%, je lis la colonne 0,2, j'aurai 5 égale moins 1,4759 ou 39, 59, voilà. Donc, pour aller chercher une valeur plus petite, plus grande que moins 0,8, il faut aller vers le alpha égale 0,6. 60%, ce n'est plus un risque. Généralement, d'ailleurs, à mes étudiants, je leur dis toujours, quand vous prenez la table de la loi de Student qui nous permet de faire des tests d'hypothèse, il vaut mieux barrer tout le 1, le alpha égale 100%, un risque de 100%, c'est ridicule, c'est même inutile d'en parler. Donc la première colonne, elle est nulle. D'ailleurs, vous voyez, les valeurs sont toutes égales à 0. Ça n'a aucun sens. Et puis, le risque de 80%, le risque de 60%, le risque de 40%, même le risque de 40% est mal choisi comme risque. Le risque habituel que nous prenons dans la vie de tous les jours, maximum c'est 20%. Et je vous en ai parlé, hein, vous devez penser à 20% qui est la TVA, ou le truc de l'Khammas, etc. Hein. Donc c'est le risque maximum qui est pris dans la vie de tous les jours.
Sinon, le reste, ce n'est plus un risque d'erreur. Hein. Du moment qu'on arrive vers 50%, ce n'est plus des risques sensés. C'est pas la peine de faire de la science, il suffit de jouer à pile ou face. C'est encore mieux. C'est un risque pile ou face, vous prenez l'une des deux et puis vous avez le choix. Vous êtes sûr de tomber sur un résultat qui est mieux que d'un test, un test d'hypothèse. Voilà. Donc la question 5, elle est relativement facile, hein, du moment que vous avez des valeurs. L'hypothèse de base, la normalité, là le n n'est pas assez grand pour qu'on puisse dire que nous appliquons le théorème central limite. Mais au départ, les lois qui sont telles que tout ce qui est utilisé dans la nature, on essaie toujours de mettre l'hypothèse de la normalité parce que c'est l'hypothèse la plus... celle qui demande le moins, celle qui correspond un petit peu à tous les phénomènes naturels et qui demande le moins de contraintes. Si vous choisissez avec le moindre d'hypothèses possibles, si vous avez à choisir une loi, vous choisirez la loi normale. Parce que toutes les autres demandent des hypothèses et des considérations supplémentaires que vous ne pouvez pas justifier, hein, vu que vous avez que ces valeurs-là, on n'a pas la possibilité de faire autre chose. C'est la loi de base qui est la loi normale. Et puis après, comme le fait que nous ne connaissions pas les paramètres, nous les avons estimés à partir de notre échantillon. C'est notre étude de base, hein, donc tout ce qu'on fait, on le fait avec la formulation qui a été faite au cours, à savoir que sous H0, dans le cas sigma connu, vous avez ça, ou dans le cas sigma inconnu, vous avez ça. Et donc, puisque nous sommes dans une situation où les deux paramètres, on ne l'a pas estimé, hein, le premier, nous supposons H0, donc c'est pas ça le problème. Mais l'écart type sigma, on l'a estimé à partir de l'échantillon. Donc le degré de liberté, c'est un degré qui est moindre par rapport au n qui est donné. Voilà, c'est bon pour l'exercice 5, je pense. Donc on ne peut pas rejeter au risque d'erreur de 5% les valeurs. Je prends l'exercice 6. D'ailleurs, une fois que finie cette séance, je vais essayer de mettre sur YouTube cet enregistrement. Et j'espère que vous en tirerez profit. Je suis en train de regarder un petit peu. J'ai vu qu'il y avait des visions un petit peu de 60, 75, 70 par vidéo. Donc je suppose que vous êtes en train de les voir. J'espère que vous en tirez le meilleur possible. الله يعاوننا والله يحاول الله نتمناو يترفع لنا البلاء pour revenir dans une situation de présentiel. C'est là où je me sens un petit peu mieux pour pouvoir voir les difficultés et essayer de les expliquer au fur et à mesure que je les rencontre. Bon, voilà pour notre exercice, l'exercice 6. Donc, l'exercice 5, pardon. L'exercice 5, c'est un test d'hypothèse qui est relativement facile, hein. Vous avez pu le faire d'une manière évidente. L'exercice 6. L'exercice 6, c'est un exercice qui concerne l'ANOVA. Pour comparer 4 procédés de décontamination de l'eau, on a disposé de 4 échantillons de 6 observations chacun. Donc ici, nous avons 4 échantillons et les NI sont tous égaux à 6 pour I variant de 1 jusqu'à 4. Ça c'est très important. Quand vous lisez un texte, essayez d'en tirer les informations nécessaires afin que vous puissiez aller jusqu'au bout de votre raisonnement. Le tableau de l'ANOVA correspondant à cette étude est le suivant. Sont beaucoup de données. Sont plusieurs données. Reporter sur la copie et compléter le tableau de l'ANOVA ci-dessus. Donner la conclusion de cette étude statistique au risque habituel de 5%. Bon, la deuxième question, je verrai plus tard.
Peut-être que je le ferai sur un autre exercice parce que j'en ai mis plein, surtout sur la deuxième hors-série, que je rappellerai un petit peu le modèle de l'ANOVA, parce que des fois sur l'examen on essaye de vous dire, rappelez le modèle de l'ANOVA. Ici je vais mettre le tableau directement et puis après on va essayer de regarder. Donc la première question, le petit A, tableau de l'ANOVA. Pour ce qui est du tableau de l'ANOVA, et ça c'est une question de connaissance un petit peu qu'il faut savoir gérer. Origine de la variation. Donc je suppose que vous connaissez un petit peu le modèle et puis que tout ce que vous faites, vous le faites d'une manière naturelle. La somme des carrés des écarts, le degré de liberté, le carré moyen et la valeur de Fisher, de la loi de Fisher. Fisher-Snelldekor. Fisher-Snelldekor. Généralement, on oublie le Snelldekor, mais ce sont deux statisticiens qui ont travaillé sur ça. Ce sont deux statisticiens britanniques qui ont travaillé sur ça. Désolé pour l'écriture, mais bon. Il y a facteur procédé. Résiduel. Et total. Bon, les choses que l'on vous donne ici, c'est ici 1659,67. Et puis ici, la résiduelle 368,35. C'est tout ce qu'on vous donne. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, et c'est pour ça, hein, c'est un jeu sur les choses, sur les connaissances que vous avez du modèle de l'ANOVA et les résultats que vous avez. Bon, je vais essayer de vous dire que normalement, du fait que vous savez que P est égal à 4 et que tous les NI sont égaux à 6, donc le N, ou petit n, hein, c'est pas un problème, je peux écrire petit n, la taille de l'échantillon global, n est égal à n1 plus n2 plus n machin, ça fait 4 fois 6 égale 24. Donc la taille de l'échantillon global, c'est 24. Ce qu'il faut retenir, et ça c'est primordial, à partir de ces données-là, les degrés de liberté sont les données de base que vous pouvez avoir naturellement, sans rien faire. Il n'y a rien à faire, il suffit de savoir la formule. Ici, nous avons 23, parce que c'est égal à petit n moins 1. Parce que quand on fait comment dire, les variations totales, nous avons somme des xij, la double somme, xij moins x bar, la moyenne générale au carré. Et donc nous avons 24 observations et nous en déduisons une, qui est la moyenne générale. Donc nous avons perdu 1 degré de liberté, c'est le n-1 qui est écrit ici. Ici, c'est le facteur procédé. Nous avons P égale 4, c'est 3, c'est P moins 1. Et dans la résiduelle, nous avons, quand on fait la différence, nous savons que c'est la somme des xij moins x bar, xi bar, le tout au carré. Et donc la double somme, hein, la double somme sur ij de xij moins xi bar, le tout au carré. C'est ça la résiduelle. Et nous avons 24 valeurs en tout, mais nous en avons estimé 6. Donc il faut faire attention. Ici c'est n moins p. Non, nous en avons estimé 4, pardon. 4. Nous avons 4 procédés. Donc 4 moyennes xi bar. Donc ici c'est 24 moins 4, ça fait 20.
façon, la somme des degrés de liberté, ça doit être retrouvé ici. 3 plus 20, ça fait 23. Ça, c'est les premières valeurs que vous devez connaître par cœur. Par cœur. Les autres. Total, c'est la somme des deux. Donc, ce qu'il y a ici, c'est celle-là moins celle-là. Donc, ici, c'est 1656,59, pardon, 59,67 moins 368,35. Vous prenez une calculatrice et vous faites la différence. Donc ça nous fait 1659,67 moins 368,35 égale. Ça nous donne 1291,32. 1291,32. Voilà. Après, quand vous prenez ça et que vous le divisez par ça, donc ça va vous donner le carré moyen qui est ici. Le carré moyen dû au facteur, je vais mettre A comme facteur, c'est ça divisé par 3. Donc 1291,32 divisé par 3 égale 430,44. 430. Donc ici c'est 430,44. Je prends ça, je le divise par ça et ça me donne ça. L'autre carré moyen résiduel, c'est 368,35 divisé par 20. 18,42, je vais mettre 42 hein, à peu près. C'est 18,4175. Je vais mettre 42 et puis c'est pas grave. De toute façon, le résultat final ne changera rien. Donc, ce qui est là, vous le divisez par le degré de liberté et vous l'écrivez ici. Ce qui est là, vous le divisez par le degré de liberté et vous l'écrivez ici. Vous savez que le modèle de l'ANOVA, il vous dit que dans votre écriture, la seule inconnue, c'est l'écart type de l'erreur. L'erreur résiduelle, la valeur résiduelle qui vous reste, c'est une réalisation d'une variable aléatoire de moyenne 0 et d'écart type sigma. Et tout se fait avec cet inconnu-là qu'il faut résoudre, son problème qu'il faut résoudre. Enfin, pour l'estimer, le CMR, le carré moyen résiduel, est une estimation fiable, donc valable pour le sigma carré, l'écart type sigma qui est au départ une inconnue de notre modèle. On peut estimer sa valeur, ou la valeur de son carré, c'est pour ça qu'on dit analyse de la variance. Le carré de sigma carré, elle est estimée par CMR dans tous les cas. Et c'est la meilleure estimation possible. Mais si vous supposez que les procédés n'ont pas d'effet, ou bien les moyennes pour chaque modalité du procédé est la même, c'est la même chose. D'ailleurs, je vous ai dit que l'ANOVA, comme son nom le n'indique pas, c'est un test d'hypothèse de plusieurs moyennes, au moins 3. Ici, nous en avons 4. Donc, l'ANOVA, qui est un test d'hypothèse pour les moyennes, l'égalité de plusieurs moyennes, ici, j'ai dit que 4 moyennes, et donc, ce qui est équivalent à l'absence d'un effet pour les modalités du procédé. Enfin,
automatiquement, si nous sommes dans l'hypothèse d'égalité des